Bonjour, bienvenue dans la série Science or Not Science où nous parlons des publications. Alors nous allons maintenant parler un peu des revues scientifiques. Alors qu'est-ce qu'une revue scientifique? Mais c'est un titre de presse qui est périodique. Ça peut être hebdomadaire, plus généralement mensuel, voire avec des périodes plus longues. Et ce sont des revues, au même titre que la plupart des revues, comme les revues de télévision ou de cinéma, mais évidemment ici dédiées à la science. C'est un des canaux qui permet la publication et donc le transfert des articles vers le monde des spécialistes des domaines concernés, pour eux, qui constituera pour eux une documentation. Cela permet un examen de la rigueur scientifique de ces articles à travers le comité de lecture indépendant, mais aussi parce que les experts du domaine qui vont lire ces articles peuvent être amenés à les critiquer ou à tenter de reproduire les résultats. Les articles qu'on y trouve se distinguent de la vulgarisation que l'on peut trouver dans certaines revues scientifiques que l'on trouve en grande surface, par exemple. Ici, ce sont des articles de fond ou des articles originaux de travail scientifique. C'est le but de cette publication a pour but de faire connaître les travaux, de susciter les débats entre spécialistes qui peuvent accéder à ces articles. Les revues sont presque toujours spécialisées. Certaines sont plutôt orientées sciences en général ou techniques en général, mais elles sont souvent spécialisées en médecine, sciences humaines et sociales, physique, etc. Le comité de lecture est bien entendu composé de spécialistes du domaine concerné par la revue. La publication de ces articles permet non seulement d'apporter une caution du travail scientifique qui a été réalisé, les techniques de bibliométrie dont nous avons parlé sont utilisées à l'aide de ces publications pour savoir qui a publié, quelle est la qualité du travail fourni, etc. Mais la publication permet aussi de confronter le travail que l'on a réalisé à la communauté scientifique et permet enfin l'archivage et donc de conserver l'ensemble des travaux réalisés. Les revues ont des origines assez diverses. Il y a eu des revues créées par des sociétés savantes, il y a eu des revues créées par des éditeurs privés, qui sont dans ce cas-là en général des éditeurs spécialisés dans le domaine scientifique. D'un point de vue historique, les premières revues sont nées en 1665, donc le XVIIe siècle, c'est pas tout neuf, à Londres avec la Philosophical Transaction of the Royal Society, et à Paris avec le journal des savants, qui s'écrivait à l'époque SCAVANTS, donc Scavant. Ces deux premières revues ont vraiment servi de modèle par la suite aux revues qui ont suivi. On a vu une forte augmentation du nombre de revues au XIXe siècle et encore plus forte au XXe siècle. Ceci est dû d'une part à la forte augmentation des recherches scientifiques, à l'augmentation du nombre de domaines scientifiques et, dans le même rapport, la spécialisation de plus en plus forte de la science ou des sciences. Donc, alors, concernant le contenu, les articles qu'on retrouve dans les revues, c'est une collection d'articles d'auteurs différents, indépendants, sans rapport les uns avec les autres. Et les revues contiennent parfois un éditorial, plus éventuellement quelques rubriques spécialisées à destination des lecteurs. On y trouve aussi parfois un peu de publicité, en général à caractère scientifique ou technique, pour participer au financement de la revue. La grosse majorité maintenant des revues
sont disponibles non seulement sur papier, mais également en ligne sur Internet. Sur Internet, ça leur permet aussi d'offrir, par exemple, quelques plus, à savoir des liens Internet vers des articles qui sont liés à l'article qu'on veut consulter ou à divers sites Internet intéressants. Les revues n'ont pas, en général, de ligne éditoriale bien particulière, les articles étant simplement publiés lorsqu'ils sont prêts. C'est donc un énorme paquet d'articles envoyés, reçus, étudiés, approuvés, prêts, on publie. Les sujets qui sont abordés entre les différents articles sont sans rapport les uns avec les autres. Mais bien entendu, ils sont liés à la spécialité. Dans une revue de physique, par exemple dans Physical Review, on y trouvera des articles de physique, bien entendu. Il arrive parfois qu'un numéro spécial, un numéro thématique soit sorti, soit parce qu'il est lié à un événement particulièrement important, comme la découverte du boson de Higgs ou les ondes gravitationnelles. Ensuite, à la tenue d'un congrès scientifique ayant donné lieu à un grand nombre d'articles. Les articles contiennent des travaux originaux, nouveaux, ou font une revue sur l'état de l'art sur un sujet bien déterminé. On y trouve aussi des comptes rendus de congrès et aussi des lectures de monographies scientifiques. Les auteurs sont les scientifiques du domaine concerné et ils se retrouvent comme auteurs des articles. Il n'est pas rare d'avoir comme principal auteur le chef de projet, suivi de ses associés qui ont travaillé avec lui au projet et à l'élaboration de l'article. Pour les grands projets, et aussi très particulièrement dans la biologie, il y a souvent beaucoup d'auteurs, souvent plus de 10 auteurs. Ceci est dû à la complexité et à l'ampleur des projets qui sont abordés, et également dû à la hiérarchisation des projets et du travail. Il arrive parfois qu'il y a plus de 1000 auteurs cités pour un article. Le record est de 5414. Imaginez 5414 noms d'auteurs. Alors, dans ce cas extrême, la liste des auteurs n'était disponible qu'en ligne, sur Internet, et pas dans la version papier, parce que vous imaginez le nombre de pages qu'il aurait fallu, rien que pour donner la liste de noms des auteurs. En ce qui concerne le comité éditorial, qui approuve les articles, et le comité de lecture, qui juge les articles, il est formé de chercheurs, de scientifiques du domaine concerné ou de personnalités emblématiques liées au domaine concerné. Ils servent de garants scientifiques de la valeur et de la qualité des articles. Leur but est d'apprécier la valeur scientifique d'un article et sa validité. Donc, lorsqu'un article est proposé à une revue, il est proposé au comité de lecture. Ce comité de lecture est composé d'un certain nombre de spécialistes. Ils ne peuvent pas lire tous les articles, donc on choisit au hasard certains des experts disponibles, avec un minimum de 2 experts, avec une procédure dite de double aveugle, c'est-à-dire que l'auteur ne sait pas et ne choisit pas qui va réviser son article, et les membres du comité de lecture ignorent qui est l'auteur de l'article, de façon à rester le plus impartial possible et juger uniquement l'article pour sa forme et le fond de l'article, et non pas sa provenance. Les noms des membres du comité de lecture sont généralement repris uniquement dans la version papier, sur une page particulière, où sont repris les différents collaborateurs à la revue.
Alors, les modèles économiques qui soutiennent ces revues sont généralement très différents de l'édition traditionnelle. Les modèles économiques ne fonctionnent pas de la même manière que les éditeurs qui publient des revues tout public, des romans ou même des revues scientifiques de vulgarisation. En particulier, les auteurs des articles et les membres des comités de lecture ou du comité éditorial, souvent ne sont pas rémunérés. Alors que l'auteur d'un roman va être rémunéré, bien entendu. On va lui acheter son roman. Les auteurs et les comités de lecture ne sont pas payés. Ils sont supposés être des salariés d'un organisme de recherche ou de tout autre organisme. Et la publication des articles ou la révision des articles pour les experts des comités de lecture fait partie de leur temps de travail. Ils prennent sur leur temps de travail pour rédiger ou relire ces articles. Et donc, ils sont payés par l'organisme de recherche auquel ils appartiennent. On trouve essentiellement deux grands modèles économiques, avec quelques variantes ou des situations un peu intermédiaires. Mais grosso modo, il y a deux grands modèles. Il y a le système des abonnements, qui est le système majoritaire pour le moment encore. C'est le système le plus utilisé, où ce sont en général des institutions scientifiques qui payent un abonnement pour recevoir la revue avec tous ces articles. L'autre modèle, c'est celui des auteurs payeurs, c'est-à-dire c'est les auteurs qui payent pour pouvoir publier. Cela concerne souvent des revues en libre accès. Donc là, à l'inverse, ceux qui veulent lire les revues peuvent y accéder gratuitement. Ce type de système est encore minoritaire, mais il est en forte augmentation, surtout avec le système des open data, c'est-à-dire des publications gratuites, en pré-publication, ou des projets dont nous avons parlé, qui consistera à rendre, en donner en accès libre la totalité des publications scientifiques. Mais bien entendu, le système où c'est l'auteur qui doit payer est en augmentation constante, et il se peut qu'il devienne pratiquement le seul modèle à terme. Dans ce cas-là, évidemment, le payeur, celui qui paye, n'est pas l'auteur, mais plutôt l'organisme de recherche ou les pouvoirs publics ou les patrons d'un organisme privé. Ce système est malheureusement un peu plus ennuyant pour le chercheur indépendant ou les petits laboratoires qui n'ont pas toujours de gros moyens. Mais il faut bien payer les frais de fonctionnement de ces revues. C'est les frais de personnel, les frais d'édition, la gestion des abonnements, etc. Donc, il faut bien payer tout ça. D'où ces deux modèles économiques, et l'open data force un peu au système auteur-payeur. Voilà, donc dans la prochaine vidéo, nous en terminerons avec les publications. Nous parlerons du prix, de la propriété intellectuelle, et un point qui vous intéressera peut-être, à savoir, mais comment puis-je, moi, publier un article? Je vous remercie.